Merci beaucoup. Nous avons reçu le financement de 50 millions de l'Union européenne, financement qui reposait sur deux volets. Le volet communication sur la lutte contre la corruption à travers le pays, volet que nous avons pleinement exécuté. Le deuxième volet, c'était l'insertion dans le curriculum, c'est-à-dire dans le programme pédagogique, la thématique de la lutte contre la corruption. Notre travail, c'était que l'Union européenne finance et nous, on devait organiser, on devait mettre en œuvre l'insertion dans le curriculum, c'est-à-dire dans le programme. Nous avons fait ce travail avec le ministère de l'Éducation. Nous avons aussi formé les formateurs pour qu'ils puissent relayer auprès des enseignants, pour que les enseignants comprennent la substance même de la lutte contre la corruption, les différentes variantes, et qu'ils puissent informer en termes d'information pédagogique, en termes de formation pédagogique, qu'ils puissent intervenir auprès des enfants dans les établissements sur la lutte contre la corruption, en termes d'information, de formation, de sensibilisation et de mobilisation. Ce travail, nous avons fait avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons formé des formateurs à Ségou, puis à Kangaba, à l'IFM de Kangaba. Et ensuite, nous avons travaillé ensemble pour trouver la place de la thématique de la lutte contre la corruption dans les programmes. Ce travail étant fini, nous avons déposé le curriculum avec le ministère, au sein du ministère. Aujourd'hui, nous attendons que le ministère de l'Éducation nationale puisse pratiquer ce programme-là. Et c'est au ministère aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale du Mali, d'intervenir auprès des enseignants pour que la thématique soit étudiée, soit enseignée dans les écoles, parce que nous, on n'a pas vocation à intervenir dans les classes, on n'a pas vocation à nous substituer au ministère pour faire exécuter cette partie de la mission dans les établissements par les enseignants. Donc nous attendons que le ministère fasse le travail. Si le travail n'est pas fait et que l'école ouvre et qu'on voit qu'il n'y a pas la thématique alors que ça a été inséré et que la thématique n'est pas enseignée, nous sommes dans l'obligation de rappeler le ministère, voire interpeller le ministère sur sa responsabilité dans l'accord tripartite, c'est-à-dire l'Union européenne qui finance, la plateforme PCC qui accompagne le ministère pour l'insertion et le ministère qui doit exécuter l'effectivité, l'application de cette thématique dans les établissements. Donc nous sommes dans l'attente parce que l'école n'est pas encore ouverte et nous attendons peut-être que ça sera le mois de mars, avril ou mai. Nous attendons que le ministère exécute et nous faisons confiance à la bonne foi, à la bonne volonté du ministère de l'Éducation pour que désormais les primo-arrivants, c'est-à-dire les enfants, puissent maîtriser cette lutte contre la corruption et qu'ils prennent conscience que la corruption est le cancer de notre système de gestion administrative, financière et judiciaire au Mali. Il n'y a pas de développement dans la corruption et la corruption est un crime contre l'humanité malienne et ça, nous espérons que le ministère va exécuter sa part de mission qui est l'enseignement dans les établissements auprès des enfants. Ça, c'était au niveau fondamental. Vous avez pensé aussi au niveau secondaire, c'est-à-dire le secondaire, c'est peu de temps les enfants vont commencer à avancer suite à leur différentes classes et vont commencer peut-être à oublier la thématique qui les avait enseignée. Nous avons vu avec le ministère, plutôt avec l'Union européenne. Le ministère nous a fait savoir que si on enseigne seulement aux primaires, ça va poser un problème d'oubli, comme vous le dites, effectivement, et qu'au niveau de secondaire, surtout au niveau secondaire, lycée, où les enfants ont l'âge d'adolescence pour aller vers l'âge adulte, 18 ans, vers le bac, qu'il faut vraiment accentuer à ces niveaux. Nous sommes en train de travailler sur ce projet actuellement pour que l'Union européenne, les partenaires techniques et financiers, puissent accompagner le ministère de l'Éducation pour insérer non seulement au niveau secondaire, mais aussi au niveau universitaire et en même temps créer ce qu'on appelle des écoles populaires citoyennes. C'est-à-dire que chaque année, pendant les vacances, nous allons faire des universités populaires au Mali. Ces universités populaires seront ouvertes un peu partout pour permettre aux spécialistes, aux enseignants, et aux universitaires, aux chercheurs et aux fondations et puis impliquer aussi les institutions ou des structures d'État comme le CLEI, comme le vérificateur général, comme le CASCA ou le CENTIF, le pôle économique. Il faut que le Malien lambda, la femme de ménage, l'artisan, le paysan comprennent que ce que le vérificateur général fait, qu'ils comprennent ce que le pôle économique fait et qu'ils comprennent que tous les Maliens, chacun peut déposer une plainte, chacun peut faire une dénonciation et que la dénonciation est un acte patriotique
très bénéfique pour soi et pour le pays. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'on soit accompagné par les partenaires techniques et financiers en ce sens que le ministère doit s'approprier et que le ministère puisse être accompagné dans la lutte contre la corruption. Parce que nous espérons que 80% aujourd'hui des enfants maliens vont à l'école et ce sont des futurs dirigeants, ce sont des futurs responsables et que ces enfants doivent comprendre que la part de l'autre n'appartient pas à soi et qu'on ne doit pas toucher le bien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la question de la corruption. Il faut aller vers l'intouchabilité du bien public. Et ce n'est pas que le bien public est sacré, que le bien public, il faut aller vers l'intouchabilité. C'est-à-dire que le bien public est intouchable. Il faut aller à ce niveau et ça passera par ce que je vous disais, l'information, la formation, la sensibilisation, la mobilisation qui vont reposer sur le droit, qui vont accompagner le droit et qui vont permettre l'impunité. Parce qu'on ne parlera jamais d'impunité quand il n'y a pas la compréhension même du phénomène. Il n'y a pas d'impunité sans l'information, il n'y aura pas d'impunité sans la formation et la mobilisation. Donc l'impunité, oui, elle est là. Est-ce qu'on va mettre tout le monde en prison? Est-ce qu'on va continuer à attendre que les gens volent? Parce qu'au Mali, le problème, c'est que les gens volent d'abord, après, on les punit. Il faut sensibiliser les gens à ne même pas voler. Moi, je pense que la lutte contre la corruption doit aller dans ce sens, que les gens ne doivent même pas voler. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, quand on regarde la loi, quand on regarde la méthode, c'est que c'est une méthode répressive. C'est-à-dire qu'on attend que les gens volent, après on dépose la plainte, on les punit, on les amène en prison. Et si on trouve le moyen de ne même pas voler, ça veut dire que le citoyen ne sera pas lésé. Le jeune diplômé sans emploi va trouver de l'emploi. Au lieu d'attendre qu'il soit éliminé injustement, il ne sera même pas éliminé parce que tout simplement, il y a la transparence, il y a la bonne gouvernance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans ce sens-là. Et ça veut dire qu'il faut travailler sur l'éducation. Et l'éducation, c'est d'abord l'école, après la rue. Moi, j'avais dit, ça m'a valu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, ça m'a valu même des gens qui disent que je n'aime pas le Mali, des gens qui pensent que le fait de dire que Choguel n'a pas la bonne méthode et que ce qu'il dit n'est pas vrai, c'est que j'étais l'ennemi du Mali. L'histoire vient de me donner raison. Moi, je savais qu'il n'allait pas faire les élections, je savais que tout ça, ça ne tenait pas. Mais quand tu dis certaines choses à un certain moment, quand les gens sont dans l'effet de mort, dans la passion, dans les émotions, tu as du mal à te faire comprendre. Cela dit, l'histoire vient de me donner raison. Mais tout ce que moi j'ai dit, l'histoire me donnera raison parce que je ne parle pas au hasard. Je réfléchis, j'analyse, j'observe, j'interprète et je parle. Choguel ne pourra pas faire les élections. Il ne pourra pas faire les élections le 31 octobre. Le référendum le 31 octobre, il n'aura pas. En décembre, il ne pourra pas faire les élections municipales et législatives. Et le 27 février, il ne peut pas faire les élections présidentielles. Et je vous jure qu'il ne peut pas le faire. Parce que le temps matériel n'est pas permis. Et moi, j'avais dit à Choguel dès le départ, dites à tout le monde que tu ne peux pas faire les élections. Qu'on ne peut pas tenir le chronogramme. Pourquoi sortir et mentir aux Maliens que tu peux respecter le chronogramme? Parce que ça va créer la frustration. Certains vont dire, oui, tu l'as dit, il faut le respecter. Un dirigeant ne ment pas. Et d'autres vont dire, oui, on te soutient, on te supporte, il faut le faire. Pourquoi il va y avoir deux groupes de Maliens qui vont s'affronter? Et finalement, pour dire qu'on a fait un programme d'action gouvernementale que j'avais critiqué, que j'avais dit que c'est un faux programme mensonger. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai raison encore parce qu'on dit, oui, mais il faut attendre les assises vont tout décider. Alors, le programme d'action, le PAG a servi à quoi? C'est ça mon problème. Mais je pense en même temps qu'aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Choguel a dit ce qu'il avait à dire, il a changé d'avis, etc., etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut sauver la transition. Il faut sauver le Mali. Donc, moi, j'appelle aujourd'hui à l'union sacrée. En tant qu'intellectuel, en tant que philosophe, moi, j'avais déjà dit ce que je voyais. Qu'on m'accepte, qu'on ne m'accepte pas, j'ai eu raison. Ça me suffit. Maintenant, il faut sauver la transition. Il faut sauver le Mali. Parce qu'on va arriver à un moment, c'est ce que j'avais dit, qu'il va y avoir des problèmes avec la communauté internationale, qu'il va y avoir des problèmes internes, une crise politique insupportable. Voilà, on est en train d'arriver à ça. Donc je ne veux pas qu'on rentre dans ce couloir. Pour éviter ce couloir, il faut que tous les Maliens se mettent ensemble, qu'on se rassemble tous pour dire à la communauté internationale, notre volonté c'est de prolonger la transition. Accepter notre volonté. Nous ne sommes pas dans le bras de fer. Moi, je ne suis pas pour ceux qui disent oui, on va sortir de la CEDEAO. Moi, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est parti à l'école, qui a vraiment 2 neurones dans sa tête, qui réfléchit 10 secondes, qui puisse imaginer que le Mali va sortir comme ça dans la CEDEAO en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'il faut arrêter la CFA,
il faut faire notre propre monnaie, il faut garantir notre monnaie, il faut sortir de la relation avec tous ces pays-là, les relations diplomatiques ou les relations économiques, en tout cas les relations économiques, et dire que le Mali s'isole complètement, alors que les Américains sont en train de dire qu'il faut respecter les délais, sinon ils vont couper la relation. Les Nations Unies disent qu'ils vont suivre la décision de la CEDEAO, et pendant ce temps, il y a quand même des leaders politiques, des intellectuels qui sont en train de dire on va sortir de la CEDEAO. Vous pensez que tout ça c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut l'union sacrée autour de la transition. Sauvons la transition, sauvons le Mali. Ce n'est pas une question de Choguel ou de Assimi, mais c'est une question du Mali. Et moi, je suis prêt aujourd'hui à mobiliser, qu'on se mobilise tous, qu'on fasse une trêve de tous ces conflits. On arrête tout ça, on va se concentrer autour du Mali, sauver le Mali, sauver la transition, et après on verra. Parce que l'urgence est qu'il ne faut pas qu'il y ait des sanctions de la communauté internationale, il ne faut pas que le Mali s'isole trop. On a déjà le problème terroriste, on a le problème djihadiste, on a encore des problèmes économiques, la vie chère, on a des problèmes politiques à l'interne. Si on rajoute encore la sanction de la communauté internationale, qu'est-ce que le paysan qui se trouve dans l'office du Niger va faire? Qu'est-ce que le paysan, l'éleveur qui est à Moti, qui n'a rien à voir avec les Nations Unies, qui ne sait même pas ce que c'est la CEDEAO, va payer les pots cassés? Et tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut quitter la CEDEAO, on suffit à soi-même parce qu'ils ont quelque chose dans la poche. Si la BCEAO est fermée tout de suite, qu'on ne paye pas les fonctionnaires, qu'on ne paye pas les anciens, on ne paye pas les militaires, est-ce que c'est eux qui vont payer? Non. Moi, je veux qu'on soit réaliste. Je veux qu'on arrête un peu le populisme dans ces pays, surtout un populisme mensonger qui consiste à raconter tout et n'importe quoi. Oui, on va sauver la transition. Oui, l'union sacrée autour de la transition. Oui, on va essayer de demander les partis politiques qui ne sont pas d'accord. Il faut aller les voir pour parler avec eux. Que Choguel laisse les égos, que Choguel laisse le populisme, que Choguel se dise aujourd'hui, ça va lui coûter très très cher s'il ne va pas encore parler avec ces partis politiques. Il faut négocier avec ces partis politiques. Il faut qu'Assimi Goïta descende du quartier de Koulouba pour venir en bas et aller descendre et aller discuter avec ces partis politiques, avec tout le monde. Il faut que la société civile soit unanime autour de cette transition. Mais cette histoire de dire que il n'y a pas de minorités au Mali, monsieur. Nous sommes tous majoritaires. Même si 200 personnes sortent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ce sont aussi des Maliens qu'il faut respecter, qu'il faut les écouter. Aujourd'hui, je demande à ce que Choguel et Assimi Goïta descendent de la primature et de Koulouba pour écouter les Maliens qui pensent qu'aujourd'hui il faut tenir les élections. Il ne faut pas minimiser. Le plus grand risque en politique, c'est de minimiser ce qu'on peut penser minoritaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rassembler tout le monde. Moi-même, je vais aller voir un peu partout tout le monde pour que tout le monde se rassemble, qu'on se mette d'accord et qu'on demande à la communauté internationale, à la CEDEAO et à tout le monde de nous accorder un délai de grâce. Et ce délai de grâce, ça sera le calendrier d'IBK. Jusqu'en avril 2023, on fait les élections. En juin 2023, il y a les élections qui auront lieu. Et en septembre 2023, il y a l'investiture. Si Assimi Goïta et l'équipe n'arrivent pas à tenir ces délais, à respecter ces délais, ça veut dire que tout le monde va se mettre ensemble pour leur dire qu'on n'est pas d'accord. Mais donnons au moins une chance de plus pour sauver le Mali. Le Mali a besoin de ça. Nous suivons de très près. Nous essayons de montrer que la lutte contre la corruption ne doit pas être une lutte partielle ou partiale, une lutte qui sera calculée, une lutte qui sera une lutte politisée. Il faut dépolitiser la lutte contre la corruption. Il faut décibler la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on cible quelques personnes pour faire des règlements de compte derrière l'étendard de la lutte contre la corruption. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cas, moi je l'ai dit, je l'assume. Quand on allait sauver Goubé Maïga, je ne comprends pas pourquoi et comment Ibeka peut dormir à Sévénougoro. Il était le chef. On arrête le subalterne, mais on laisse le chef tranquille. Ça, il y a un problème. Soit Ibeka n'était pas au courant de tout ça, ça s'appelle le laxisme, il doit être arrêté. Soit Ibeka était au courant, il a mis lui aussi sa main dans la poche, et plutôt dans la poche des Maliens. Ibeka doit être arrêté. D'une façon ou d'une autre, Soumaï Goubé Maïga et Ibeka sont les deux faces d'une même pièce de monnaie au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand tu prends l'argent dans ce sens, le billet de 500 francs dans ce sens, que tu donnes à un commerçant, il va le prendre. Tu renverses le billet, le commerçant il va prendre parce que c'est toujours le même 500. Donc Ibeka est là, Soumaï Goubé Maïga est là, c'est le même billet. Ils sont les mêmes. Donc c'est en ce sens qu'il y a certains aussi qui ont dit que la procédure n'a pas été respectée. Moi j'ai dit toujours que quelqu'un qui
entre guillemets, je mets entre guillemets, parce que le doute est toujours raisonnable. Quelqu'un qui a volé n'a pas respecté la procédure. Pourquoi on respecte la procédure pour arrêter quelqu'un qui n'a pas respecté la procédure? Moi, je ne vois pas pourquoi on va respecter la procédure. Il n'y a pas de procédure pour quelqu'un qui n'a pas respecté la procédure. Il a été le premier à ne pas respecter la procédure pour voler. Et quand tu l'arrêtes, tu veux respecter la procédure. Il y a un problème. Que tu le mets dans une katakatane ou tu le mets sur une Jakarta, tu le traînes par terre, c'est un voleur, c'est un voleur. Ça ne change rien le fait qu'il a volé l'argent du public, l'argent public des Maliens. Aussi, certains disent que Choguel a volé. Là, le dossier MRTP, c'est un faux dossier. Si aujourd'hui nous avons un voleur qui arrête les voleurs, laissons ce voleur arrêter d'abord les voleurs. Et après, on réglera le compte en dernier du dernier voleur. Mais pour l'instant, puisque le voleur fait l'affaire de tout le monde et qu'il arrête les autres voleurs, mais moi je pense que celui-là est un bon voleur qui arrête les autres voleurs et après on va voir avec lui-même s'il a volé quelque chose, il partira. Mais si on arrête le voleur qui vole les autres voleurs et ceux qui n'ont pas volé, qui ne peuvent pas les arrêter, notre problème c'est que aucun voleur n'arrêtera aucun voleur et les voleurs vont rester toujours en liberté. Donc laissons entre guillemets, si un voleur qui aujourd'hui se dit j'ai pris conscience qu'on doit arrêter les voleurs, laissons cet ancien voleur consciencieux qui arrête les voleurs et on finira par dire ben, toi-même tu as volé, qu'est-ce qu'on fait avec toi? Il y a l'auto-arrestation et toi-même tu peux aller les rejoindre. S'il est vraiment voleur, s'il n'est pas voleur, l'histoire continue. Le Mali est un long fleuve qui coule et à un moment je pense que quand quelqu'un fait du travail, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas toujours dire que oui, il a fait ça, il a fait. Aujourd'hui, Choguel Koyokala Maïga est dans la lutte contre la corruption. Il faut le soutenir dans cette lutte contre la corruption. Il fait des choses qu'on ne soutient pas. Mais quand il fait des bonnes choses, il faut soutenir. Et moi, je le soutiens avec ma plateforme dans la lutte contre la corruption parce que nous avons fait ce combat depuis des années. On ne nous écoutait pas. On nous a humiliés. On a rigolé sur nous. On nous a traités de fous. Moi, j'ai été traité de fou dans les journaux, de la presse écrite. Aujourd'hui, s'il y a un président, Assimi Goïta, un premier ministre, Choguel Koyokala Maïga, qui commence à arrêter, à dire à la justice, allez-y, nous, on ne peut que soutenir cette initiative que je salue et que cette initiative est une très bonne initiative et j'ai tout mon soutien envers le régime en place, le gouvernement en place dans la lutte contre la corruption. Et il n'y a pas de formule. Que les Maliens acceptent la vérité et que nous travaillons dans la vérité parce que le nom du Mali et le nom de Dieu s'appelle la vérité. Le mensonge, tant qu'il prolifère dans un pays, finit toujours par détruire. C'est le mensonge qui nous a amenés à ce niveau-là. Que ce soit la corruption, l'insécurité, que ce soit l'absence d'école, que ce soit le fait qu'il y a la pauvreté, le fait qu'on ne se comprend plus parce qu'on ment dans ce pays. Et les gros menteurs sont considérés comme des personnalités respectables et respectueuses dans ce pays. Le jour où on sortira de ça, qu'un menteur n'est qu'un minable petit gars, petit homme qu'il faut écarter, qui n'a pas sa place dans la gestion du pays, le Mali va se relever.